Voilà, Israël Lichtenstein, j'aimerais vous parler de votre enfance en tant qu'enfant caché. Comment, aujourd'hui, cette partie de votre histoire, vous l'avez intégrée à votre identité? Est-ce que ça fait partie de votre identité? Comment vous avez réussi à vivre après cette période de votre vie? Écoutez, on ne peut pas trier les années de passé, donc vous les subissez ou vous les vivez constamment. Avant d'être enfant caché, j'étais un enfant placé dans des institutions juives de Lausée. J'étais dans un très beau château qui s'appelle le château de Bachelier, où nous avons, quand je suis arrivé, reconstruit, si vous voulez, l'intérieur de ce château, où nous avons ensuite travaillé la terre autour pour pouvoir nous nourrir. C'était un des éléments, si vous voulez, de la guerre. Mon souvenir, à mon sens le plus important, c'est quand ma mère et ma tante ont été arrêtées et placées à Rivesaltes, puis à Gurs. C'est que mon cousin et moi, qui étions donc dans ce château du Majelier, qui dépendait de Lausée, nous nous privions de notre pain que nous faisions sécher. Ensuite, nous le frottions d'ail pour qu'il ne soit pas attaqué par des animaux, et nous envoyions notre pain à nos mères respectives dans les camps de Rivesaltes d'abord et de Gurs ensuite. C'est quelque chose de très curieux. Sans savoir évidemment si le pain allait arriver à destination. Qui nourrissaient leur mère. Hein. Si vous voulez, c'était une inversion de la logique de la vie. Qu'est-ce qu'on disait aux enfants à cette époque-là? Est-ce qu'on leur racontait la vérité? Nous la connaissions. Vous en aviez conscience? Oui, je savais que ma mère était dans un camp. J'étais avec mes deux cousins, un plus âgé, l'autre plus jeune que moi, et nous savions, si vous voulez, que nos mères étaient dans ce camp, d'abord ce Rivesaltes, puis Gurs. Vous saviez ce que c'était qu'un camp? J'essaye de me placer dans la tête d'un enfant de 8-9 ans. Est-ce que vous compreniez ce que c'était qu'un camp? Qu'est-ce que vous imaginiez? C'est un lieu où on enferme les gens, où on les met dans des baraques, ça nous le savions. Hein, c'était clair. À part ça, nous savions qu'il y avait des gens qui quittaient ces camps-là, en général, pour ne plus jamais revenir. Hein. Vous le saviez? Ça, on ne le savait pas vraiment de façon certaine. Il s'est trouvé que on a connu un monsieur qui était un Arménien. Je ne sais pas comment ma mère l'a connu. Et c'est ce monsieur-là qui avait ses entrées à Vichy, qui a pu libérer ma mère et ma tante, faire libérer ma mère et ma tante de ce lieu infect. Hein. Et ensuite, quand elles sont allées dans un petit village qui s'appelle Pujaudran, dans le Gers, nous avons rejoint nos mères respectives en quittant le Majelier au bon moment. C'est qu'après, les enfants du Majelier ont été aussi arrêtés. Il est vrai qu'il en restait peu parce que on avait compris, les gens avaient compris, les parents avaient compris qu'il fallait quitter ces maisons, qui étaient en fait des centres de rassemblement pour de futures déportations. Hein. Si vous voulez, ma mère et ma tante ont été libérées de ce camp en pleine guerre, hein, du camp de Rivesaltes. Non, le Gurs, c'était le dernier, par un monsieur qui était un Arménien. Je ne sais pas, je pense que c'est mon grand-père qui payait, si vous voulez, le travail que faisait ce monsieur à Vichy. Hein, et c'est ainsi que nous avons pu rejoindre, mes cousins et moi, nos mères respectives, dans un petit village qui s'appelait Pujaudran, que nous appelions en yiddish, si vous me permettez, Picharain, hein, c'est-à-dire pisser dedans. C'était un tout petit endroit. Je vous permets. Mais c'est quand même là, si vous voulez, que j'ai réussi, enfin on a réussi à me laisser en vie, et c'est là que je suis allé dans un lycée ou dans un cours complémentaire dans une petite ville à côté qui s'appelait, par bonheur, et peut-être c'était indicatif de mon avenir, ce qui s'appelait l'île Jourdain. Et il se trouve que je me suis ensuite retrouvé, donc, pas loin du Jourdain, à Jérusalem, où je suis le plus heureux des hommes. J'ai ici 2 fils, j'ai 2 petits-fils.
Donc, si vous voulez, la branche Liechtenstein va continuer. Parce que je n'ai pas voulu changer de nom quand je suis arrivé ici. J'ai dit, écoutez, je suis le seul qui reste de ma famille. Comment voulez-vous que je m'appelle, je ne sais pas moi, Etz ou n'importe quoi. Il fallait que je garde le mot Liechtenstein. En plus, j'étais déjà prénommé, comme je l'ai dit peut-être déjà une fois, Israël depuis ma naissance, et que c'était mon seul prénom. Donc il fallait bien que je rejoigne mon pays. Et c'était ici. Michael Barzvi, vous voulez dire quelque chose? J'ai vu que vous écoutiez attentivement. Je suis passionné, mais ces histoires sont comme ça. Toutes les familles juives ont connu ça. Ma mère était cachée dans un couvent, dans la Nièvre, grâce à probablement des réseaux, des filières de gens qui aidaient les juifs à sortir de Paris au moment de la rafle. Et donc pendant toute Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même des juifs qui aidaient les juifs. Beaucoup de Français également qui ont aidé des juifs. Non seulement des personnes, mais aussi des réseaux, notamment de l'Église catholique et puis d'autres réseaux de résistance qui ont caché des juifs ou exfiltré des juifs dans des maisons ou dans des couvents. Donc ma mère était dans un couvent. Non, je réagissais parce que quand j'étais petit, j'allais dans une école qui se trouvait à Paris, au coin de la rue de Palestine, au métro Jourdain. Oui. Donc, c'est comme ça c'est ça que les destins se fixent finalement. Oui. Et je me souviens justement que dans cette école, j'ai un jour posé la question à mon instituteur de savoir si on avait, parce que j'étais non pas traumatisé, mais j'avais entendu ces histoires d'enfants qu'on venait chercher. Donc j'ai demandé à mon instituteur si on était venu arrêter des enfants juifs à l'école. Et là, je me suis fait incendié en disant comment tu peux imaginer des choses comme ça. Et puis quand je suis revenu vers les années 2000 à Paris, j'ai vu une plaque sur mon école où il y avait marqué ici on est venu arrêter des enfants juifs. Donc en fait dans toutes les écoles juives on est venu arrêter des enfants juifs pour ensuite les déporter. Certains, très peu ont survécu de ceux qui ont été arrêtés. Ceux qui ont survécu sont ceux qui justement ont réussi à partir à la campagne dans certaines maisons ou par des réseaux et des filières. Alors heureusement l'État d'Israël remet chaque année des diplômes à ces personnes qui sont reconnues comme ce qu'on appelle des justes parmi les nations. Et je crois que c'est un symbole très fort que l'État d'Israël, chaque année, par l'entremise du comité Yad Vashem en France, reconnaît ces personnes, et même lorsqu'ils sont décédés, leurs descendants, et parfois même les invite en Israël pour venir à Yad Vashem et voir l'État d'Israël. Vous voyez le symbolique, parce que ça reste symbolique et très important dans ce contexte. Je crois que c'est très important de mettre l'accent et de faire connaître l'action de ces gens qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs. Il faut rappeler aussi que c'est en Pologne, d'ailleurs, qu'il y a eu le plus de juifs parmi les nations. C'est en Pologne, on a eu le plus de... Même s'il y avait un antisémitisme extrêmement fort en Pologne, il y a eu aussi en Pologne des gens qui ont sauvé des juifs. Et donc, je pense que ces gens-là, ils doivent être non seulement remerciés, mais le symbole, que ce soit l'État d'Israël par disons, son ambassadeur en général qui remet la médaille, je pense que ça, c'est un signe très, très important. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un risque, d'un autre risque, c'est que malheureusement, dans quelques années, 10, 20, 30 ans, il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus de survivants pour justement transmettre, pour faire ce travail de transmission dont nous parlions en début d'émission. Michael Barzvi, comment faire perdurer ce travail de transmission dans les années à venir et justement éviter que ça ne se reproduise. La question de la transmission, j'y consacre un livre qui va sortir au mois d'avril en France. C'est la question de la transmission, elle est liée à autre chose aujourd'hui. Parce qu'on dit, souvent, il y a une crise de la transmission en général, et curieusement, la haine d'Israël monte. Il y a une espèce de relation de balancier, je dirais, entre ces deux choses. Et la crise de la transmission, elle ne vient pas seulement du fait qu'on n'a pas les éléments de savoir, c'est la volonté de transmettre. C'est au fond ce qu'on pourrait appeler la transmission de la transmission. Nous sommes le peuple... Et qu'est-ce qu'on transmet finalement ? Voilà, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on transmet, c'est déjà avoir la volonté de transmettre. Or, bientôt, bien sûr, il n'y aura plus de survivants. Il n'y aura plus de gens pour raconter finalement ce qui s'est passé. Ça mettra peut-être, comme vous l'avez dit, 10, 15 ans ou 20 ans. Et là, le problème est de savoir, est-ce que les jeunes générations auront la volonté de transmettre ? Est-ce qu'ils auront encore non seulement les outils ils existent. On a aujourd'hui quand même beaucoup de recherches historiques. Le savoir scientifique, il existe. Les valeurs que la Shoah a essayé de détruire, on les connaît. Le problème, c'est existera-t-il encore cette volonté de transmettre. Mais pourquoi vouloir transmettre ? Il existe un mot très important dans la culture juive en hébreu, c'est iskor.
Et c'est le mot le plus important, si vous voulez, dans la philosophie juive. Or, puisque toute notre histoire est fondée sur le passé, et qu'on se rappelle constamment ce qu'a été le peuple juif, ce qu'il a souffert, ce qu'il a construit, ce qu'il espère encore. Donc, il ne faut pas désespérer. Il y aura toujours des juifs, il y aura toujours des juifs conscients d'être juifs, et je ne veux pas que le monde entier devienne juif. Hein. Bon, on espère bien. Mais cette singularité, si vous voulez, du peuple juif qui persiste tout au long de l'histoire est, à mon sens, un des caractères chromosomiques, si je puis dire, du peuple juif. Donc ne désespérons pas. C'est pas pour rien que le chant de l'hymne du pays s'appelle l'espoir Hatikva. La question qui se pose, c'est de savoir comment transmettre. Et souvent, on a vu des tentatives. Et par exemple, les tentatives de faire de la fiction sur la Shoah. Tout ça, par exemple, les films de Spielberg. C'est une bonne idée, par exemple, de faire des films qui racontent la Shoah la question, voilà, c'est encore une fois, il est évident que la liste de Schindler de Spielberg a fait beaucoup plus pour faire connaître la Shoah que beaucoup de discours d'historiens et de recherches historiques. Et d'un autre côté, s'appuie sur des faits réels. Voilà, s'appuie sur des faits réels. Mais par exemple, des tentatives comme ce qu'avait fait Benigni, par exemple, sur La vie est belle, qui était une espèce de fable, et ça m'avait paru beaucoup plus compliqué. Et ça restera d'ailleurs moins dans l'histoire et dans l'histoire. Il faut quand même resté près des faits. Maurice Fergand. Oui, le junior que je suis dans ce panel veut poser une question au senior. Il y a une contradiction quelque part. Vous avez dit, Israël, que finalement les Juifs sont les témoins de l'immoralité du monde. Mais moi, j'aurais rajouté les témoins gênants. Et vous avez dit, finalement, plus il y a de transmission, plus il y a de la haine qui augmente. Je veux dire, finalement, en conclusion, on ferait mieux de ne pas être témoin et de se taire, si on veut en finir avec l'antisémitisme et le racisme. Ouais, c'est justement ce qu'on nous reproche. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a toutes ces commémorations sur la Shoah, je suis certain qu'il y a des gens qui disent « on en a marre, on entend toujours les Juifs parler et on ne parle pas des autres malheurs du monde. » Et quelque part, même si il est évident qu'on ne peut pas comparer les choses, et la Shoah, ça reste la Shoah dans son unicité, je l'ai répété, il y a dans le fait de vouloir transmettre cet enseignement, cette revendication, cette culture d'un espèce de ressentiment, ce que nous racontent les enseignants qui vont aujourd'hui dans les banlieues et à qui les jeunes disent « on en a marre de parler de la souffrance tout le temps des Juifs, on veut entendre parler de la souffrance des Noirs, de la colonisation et je ne sais pas trop quoi ». Et donc, nous sommes devant un véritable problème. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le peuple juif est un peuple de transmission. Et que nous sommes les passeurs. Nous sommes les passeurs de cette histoire. Nous sommes les passeurs de quelque chose qui est au-delà de l'histoire, au-dessus de l'histoire. Et lorsqu'on attaque les Juifs, on n'attaque pas le peuple juif. On attaque l'idée de loi, on attaque l'idée de peuple, on attaque des idées... vous voyez, on reproche aux Juifs de se targuer d'être un peuple élu. Mais l'élection, ça n'est pas un privilège, c'est un fardeau. Cette élection, comme disait Tristan Bernard avant d'être déporté, il disait le peuple juif élu, mais quand même en ballottage. Donc, quelque part, il ne s'agit pas d'une élection dans ce sens-là. Nous n'avons aucun privilège. Simplement, nous sommes les témoins. Alors, il y a un mot que disait un auteur assez antisémite qui s'appelait Léon Bloy, qui disait « nous sommes les témoins de la rédemption ». Alors, effectivement, la rédemption dans le sens de rédimer, c'est-à-dire de sauver l'humanité, je crains le jour où il y aurait un monde sans juifs. Ce monde serait perdu. Et donc, il faut sauver le peuple juif. Ce n'est pas sauver le peuple juif parce que nous sommes gentils et beaux, mais c'est sauver l'humanité. L'humanité de l'humanité. Oui, quand je dis l'humanité, ça veut dire ce qu'il y a d'humain dans chaque personne. Absolument. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le choix des intervenants, justement, puisque vous savez que nous sommes ensemble pour la journée de commémoration en hommage aux victimes de la Shoah au siège des Nations Unies à New York. Nous allons d'ailleurs entendre dans quelques instants un autre discours. Les Nations Unies ont choisi pour cette journée de commémoration 4 personnes. Beate Klarsfeld, dont nous avons passé le portrait il y a quelques instants. Martha Weiss, qui est israélienne aujourd'hui, qui vit à Jérusalem, que vous avez également
justement entendu. Également Haïm Roret, qui est lui originaire d'Amsterdam et qui a été arrêté aux Pays-Bas. Et Zoni Weiss, qui est le seul non-juif, justement, enfin, pas le seul non-juif, puisque Beate Klarfeld n'est pas juive non plus, mais qui a, lui, été arrêté en tant que tzigane, en tant que Rome. C'est un choix très politique, hein, ce choix des Nations Unies de représenter justement tout un panel de personnes qui n'ont pas les mêmes origines, mais qui ont en commun la lutte contre le nazisme. Michael Barzilai ? Pour moi, symbole fort, c'est Beate Klarfeld. Parce que, à titre personnel, pour moi, Beate Klarfeld, c'est un peu mon adolescence. Dans les années 70, Serge et Beate Klarfeld ont été les porteurs de cette volonté qu'il y ait une justice, que justice soit faite. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais il s'agissait que les gens qui avaient commis ces crimes ne dorment pas tranquilles, qu'ils sachent qu'ils seront poursuivis et ils seront amenés à rendre des comptes. Et je pense qu'à l'époque, même dans les communautés juives, les gens n'étaient pas très enthousiastes du parcours des Klarfeld. C'était militant, ça dérangeait. Et moi-même, quand j'ai connu Beate Klarfeld, une Allemande, on se posait des questions. C'était un petit peu curieux, ce parcours. Mais lorsqu'on a vu ce courage d'aller en Allemagne pour gifler, et d'être justement... C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Pour nous, juifs, je dirais, sionistes, sans problème, c'est une leçon de militantisme. Et aujourd'hui, ce qu'elle a dit dans son interview, c'est l'engagement. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'éviter, je dirais, la montée de l'antisémitisme sans un engagement sans faille. Ce sont des gens qui ont, je dirais, je me souviens, Serge Klarfeld était avocat, il n'avait plus de clients, il était presque SDF quelque part, il était soutenu par des militants, par un groupe de jeunes dont je faisais partie également, qui l'aidaient dans tous ces combats. Et lorsque nous sommes allés avec d'autres amis demander à Beate et Serge qu'est-ce qu'on peut faire, il a dit ce que tu veux faire, voilà, demain tu es dans la rue et tu vas distribuer des tracts et tu vas aller se battre et même aller en Allemagne pour faire des opérations, je dirais presque de commando contre des anciens nazis. Je crois que ça c'est fondamental parce que Beate Klarfeld représente cette volonté que justice soit faite. Est-ce que Beate Klarfeld ne représente pas aussi la réconciliation entre l'Allemagne et les Juifs ? Est-ce qu'elle n'a pas aidé à cette réconciliation ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne pense pas. Non, à titre personnel, elle a agi avec une moralité exceptionnelle, mais à titre personnel, malheureusement, elle ne représentait pas l'Allemagne de l'époque et peut-être encore pas l'Allemagne d'aujourd'hui. On va s'intéresser à cette personne, le parcours de cette personne qui a rencontré le diable. Il a activement participé à la planification de la solution finale et son nom est devenu tristement célèbre du fait de son procès retentissant. Adolf Eichmann. Armand Lousky a été le geôlier, le garde du corps d'Adolf Eichmann en Israël. Avant son jugement, il était l'invité de Valérie Pérez un peu plus tôt. Regardez. Vous savez, nous, on est des militaires, on est des policiers. On doit respecter, on est des disciplines. Mon but, c'était de le protéger. Mais votre famille, elle savait que vous faisiez ce travail. Et elle ne vous disait pas, mais comment vous faites ? Comment tu fais ? C'est ça le mal de notre métier. Des fois, on fait des choses qu'on ne veut pas les faire. Mais on doit les faire. Il n'y a pas un autre qui doit le faire à notre place. On doit le garder, on doit l'apporter en bonne santé, au tribunal, donner son jugement, et puis après, le véridique qui sera comment il sera. Oui, alors il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur l'exécution. Est-ce que vous étiez présent les dernières heures ? À côté, oui. Alors, il paraît qu'il y aurait eu 2 bourreaux, c'est vrai ça ? Non, il y avait un seul. Ça, c'est faux. Et comment il était les dernières heures ? Nerveux ? Vous le sentiez un peu plus nerveux ? Bien sûr, monsieur, quelqu'un qui va aller mourir. Je vais vous donner une anecdote. Le jour qu'il a eu il a été refusé son appel au tribunal de l'instance. Il lisait un livre sur le pôle Nord. Quand il finissait de lire un livre, la dernière page, il a plié. Il l'a laissé sur le lit. Et puis quand il a eu ce jugement, c'est le dernier jugement, on lui a dit « tu vas être pendu jusqu'à ta mort ». Il est monté avec nous, on l'a fait monter dans sa chambre. Il a pris le même livre, la même page, il a continué à lire. Et après, vous l'avez accompagné jusqu'à la... Non, après, on l'a donné à la prison. Et puis, il y a un autre processus. Il fallait qu'il demande la grâce du président de la République, le président d'Israël. Il n'a pas eu cette grâce, il a été condamné. Et alors, ces derniers instants, vous étiez là ? Oui. On m'a toujours convoqué, même si ce n'était pas chez nous. C'était dans les prisons. Ces cendres, elles ont été dispersées en dehors des eaux territoriales. Oui, pourquoi ?
Parce qu'il ne faut pas qu'il devienne un endroit où il faut pèleriner. Parce que c'est un nazi, c'est quelqu'un de héros chez les nazis. Il ne faut pas l'enterrer. Il faut le mettre hors du territoire israélien. Voilà. Michael Barzvi, vous disiez il y a quelques instants que votre père vous disait que la guerre avait commencé pour les Juifs en 1945, après la guerre justement. Et j'aimerais qu'on parle de la reconstruction justement de l'identité juive, de victimes à pionniers, puisqu'il y a eu tous ces Juifs qui sont partis en Israël et qui sont devenus des soldats, qui se sont battus pour d'autres causes, dans d'autres guerres. Comment elle s'est faite cette reconstruction de passer justement d'un état de victime en Europe à l'état de soldats, de pionniers, d'Israéliens fiers? Je ne me souviens pas d'avoir entendu mon père se considérer comme victime. Ah. Il n'a jamais utilisé ce mot-là. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire ce mot-là. Pour lui, il y avait eu une grande catastrophe. Il ne voulait absolument pas que ses enfants soient élevés dans cet esprit-là. Il était musicien, il jouait du violon, et donc il avait un orchestre klezmer, et donc il disait, pour moi, mon but, c'est de rendre les gens heureux et joyeux. Et donc d'apporter de la simcha, c'est-à-dire de la gaieté autour de moi. Et donc il avait fait le vœu, c'est assez curieux, il a raconté ça à l'âge de 80 ans. Jusqu'à 80 ans, il n'a absolument pas parlé de son expérience des camps. Il nous racontait quelques blagues à la maison sur la soupe de Buchenwald, en comparant celle de ma mère à la soupe de Buchenwald, qui était un peu de l'humour de ces rescapés de la Shoah. Mais pour lui, il s'agissait de reconstruire et surtout de se construire. Et pour cela, il avait fait le vœu de ne pas se marier avec une femme qui avait été déportée. Et donc, il avait décidé d'épouser. Donc, ma mère, qui était enfant caché, n'avait pas vécu les camps. Et donc, il pensait que si élever des enfants avec deux parents qui avaient vécu les camps d'extermination ou de concentration, ça aurait été trop difficile à porter. Alors, quelque part, il disait toujours, je ne veux pas vous parler de ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais ça existait quand même. Et donc, sa reconstruction, elle s'est faite par le travail, par la construction d'une famille et par, je dirais, le message du sionisme. C'est-à-dire, il disait tout le temps, Israël, la création de l'État d'Israël a redonné aux Juifs leur dignité, leur fierté. Parce que cet État, ce jeune État, qui est né peu de temps après la Shoah, qui n'est pas du tout la conséquence de la Shoah, qui est bien au contraire, mais il disait, quelque part, nous sommes fiers. L'État d'Israël nous a rendu notre fierté. Et quelque part, on ne peut plus nous traiter comme on nous traitait maintenant. Alors, cette reconstruction, elle s'est faite aussi dans d'autres aspects de la vie. C'est pas seulement la construction. Il faut être fier d'être juif. Il ne faut pas avoir honte de ce que nous sommes. Non, mais on peut avoir peur. Quand on a vécu un traumatisme aussi grand, on peut avoir peur. La peur peut... Non. Au contraire, il ne faut surtout pas avoir peur. Vous êtes d'accord ? Surtout pas avoir peur de ce que nous sommes. Et il nous a enseigné cette fierté. Quelque part, peut-être cette fierté même un peu rebelle. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais plutôt un mauvais garçon parce que justement... cette fierté d'être juif, j'en étais, je dirais, animé d'une certaine façon. Et quelquefois, même les professeurs disaient, bon, ça suffit. Alors, toujours dans cette reconstruction, il y a des passages difficiles. Il y a certains moments où on apprend que tel ou tel ami de mes parents est mort, et puis tout d'un coup, on voit des gens arriver à la maison qui racontent des histoires. Moi, tout ce que je savais sur mon père, je le savais par ses amis. Et puis, je rencontrais des gens, puis il y avait une espèce de... Qui avait été avec lui, justement, oui, dans les camps. Mais partout dans le monde où j'allais, il y avait des gens qui étaient originaires de cette ville, ce qu'on appelle en yiddish des landsman, des gens de la ville, et ils étaient prêts à faire tout ce que je voulais. Je me disais, mais comment c'est possible ? Et ils me disaient, ton père... Nous lui devons un certain nombre de choses, mais on ne peut pas raconter. Et quand j'ai appris après qu'il avait sauvé la vie, permis à des tas de gens de pouvoir survivre à certains moments, et deux choses lui ont permis de se reconstruire. La musique et, je dirais, la construction d'une famille dont il voulait qu'elle soit en Israël. Oui, moi je voulais continuer sur le plan sémantique. Votre père ne voulait pas se définir comme une victime. Il y a même un débat en Israël. Les personnes qui ont vécu la Shoah ne veulent pas du terme rescapé. C'est un terme qu'ils rejettent le plus souvent. Quand on leur dit vous êtes rescapé de la Shoah, ils nous disent absolument pas. Je ne suis pas un rescapé, je suis un survivant. Parce que un revivant. Un revivant, parce que dans cette notion de rescapé, il y a la notion que la Shoah est finie, alors tout est fini, ça y est, on est là et le processus est terminé. Non, survivant,
cette expérience de la Shoah se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, il continue à vivre dans l'expérience de la Shoah, d'où cette volonté d'être nommés les survivants et pas du tout les rescapés. Et pas du tout les rescapés. Mais ce que vous et disiez... encore moins les victimes. Et encore moins les victimes. Mais ce que vous disiez justement sur la transmission à la deuxième génération, on a beaucoup parlé de la deuxième génération, comment les enfants des survivants de la Shoah vivent justement avec cette histoire, avec cette très lourde histoire, Israël Lichtenstein. Comment par exemple vous avez raconté à vos enfants? Il y a un mot clé dans la langue hébraïque et dans la personnalité israélienne, juive je l'espère, mais en tout cas israélienne, c'est le mot iskor, c'est-à-dire souviens-toi. Et en fait, c'est la clé de la personnalité juive, puisque nous avons une histoire fort longue, avec quantité d'événements heureux et malheureux, mais nous nous souvenons de ce qui est arrivé. Et ce souvenir nous impose quelque chose, c'est « et tu diras à tes enfants » Veigadata le bincha. Et c'est cette transmission qui fait que l'homme juif a une responsabilité que n'a peut-être pas l'homme moyen. Mais c'est justement ce que disait M. Barzvi, c'est que cette transmission, elle ne s'est pas faite justement dans certaines familles après la Shoah, que vous le disiez même vous-même, votre père ne pouvait pas parler de ce qui s'était passé, que ça s'exprimait par les discours, les histoires que vous entendiez lors de réunions familiales ou avec des amis de vos parents, mais que vous-même, on ne vous a jamais raconté ce qui s'était passé. Il y a peut-être eu un hiatus, mais monsieur est l'exemple justement que ce hiatus, s'il y en a eu un, a été largement dépassé. Vous, en tout cas, vous avez tout raconté à vos enfants. J'ai même pas besoin de le raconter, ils le savent. Voilà. C'est exactement la même chose. Mon père disait, on n'a pas besoin de raconter, tu sauras de toute façon. Mais le moment où il a raconté, non, c'est assez curieux parce que dans tous les parcours, il y a vraiment des choses assez particulières. Mon père, je dis, faisait de la musique, c'est un homme joyeux, c'est un homme qui était ce qu'on appelle un amuseur public d'une certaine façon. Il racontait des blagues, notamment, il y a tout un passage dans mon livre sur l'humour. Et justement, l'humour était quelque chose d'extrêmement important pour rester en vie. C'est une arme de guerre, une arme de destruction massive, l'humour. Le vice. Oui, des blagues sur la Shoah, y compris sur la Shoah, que je ne permettrai même pas de raconter ici, parce qu'elles sont des fois un peu douteuses, mais quand ça vient d'un ancien déporté, c'est un moyen de survie, bien sûr. Mais aussi, il y a cette idée qu'on peut se reconstruire, et on peut se reconstruire évidemment avec le souvenir, mais mon père n'a vraiment raconté son histoire qu'à ses petits-enfants. À l'âge de 80 ans, ses petits-enfants, qui étaient allés avec leurs écoles israéliennes et également qui étaient allés visiter la Pologne et certains camps, sont venus lui demander de raconter. Et à ce moment-là, alors que nous, il nous avait toujours dit « Non, je ne raconterai rien, c'est pas pour vous, c'est pas la peine de vous embêter avec tout ça », il a pris son magnétophone et il a enregistré pendant plusieurs heures toute sa vie. Et après, il nous a donné les cassettes et il nous a dit « Débrouillez-vous avec ça ». Alors, mon frère, qui aime bien poser les questions, a dit « J'ai des questions à poser ». Il a dit « Bon, d'accord ». Et il a répondu après aux questions. Et une fois qu'il a répondu aux questions, après, il m'a convoqué moi en me disant « Il y a d'autres choses que je n'ai pas racontées dans les cassettes et que je voudrais te raconter ». Et après, il a dit « Maintenant, débrouillez-vous avec ça, ce n'est plus mon problème, c'est le vôtre ». Et je crois que c'est déposer quelque chose. On reçoit un héritage. Le judaïsme, c'est à la fois, vous avez dit très justement, être un témoin, mais c'est aussi être un héritier. Nous ne sommes pas, dans le judaïsme, nous ne sommes pas les descendants. En fait, nous sommes les ascendants. Alors c'est assez curieux, parce que vous avez dit la prière, le Iskor évidemment, mais il y a aussi une prière très importante sans laquelle un juif ne peut pas excès, c'est le Kaddish. Et dans le Kaddish, la prière des morts. La prière des morts, le Kaddish, n'est pas une prière où on fait l'éloge du mort, mais une prière pour dire que voilà, c'est une prière au fond de louange à Dieu. Alors ça c'est curieux, mais en fait le Père n'existe que par son Fils. Et donc cette transmission, elle se fait parce que le Fils n'est pas un descendant, mais plutôt un ascendant. Et donc nous sommes, et c'est pour ça que le premier chapitre de mon livre s'appelle Le Fils de David, parce que nous sommes les fils de quelque chose. Et j'ai commencé justement à écrire ce livre lorsque un jour mon fils est allé à une réunion avec son grand-père, avec une réunion d'anciens déportés, où on lui a dit « Est-ce que tu es le petit-fils de David ?» Donc là, je me suis dit, maintenant, c'est votre tour. Le paquet est transmis, ça va passer à la génération suivante. Et donc, c'est d'une certaine façon, mon père avait raison. Il fallait non pas raconter à ses enfants, parce que nous avions vécu dans ce monde-là, de l'après-guerre, mais il fallait raconter aux petits-enfants, parce que c'est eux qui ont entre les mains ce témoignage.
et qui sont je dirais, les détenteurs de cet héritage. Et l'héritage est extrêmement important dans le judaïsme. Non pas, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de tsouris, comme on dit, beaucoup de soucis.